Salam tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Oussama Laoussi, alias Davlar, le gars qui lit des bilans pour se détendre et qui trouve que c'est normal de comparer une entreprise à un plat de couscous. Je suis aussi l'auteur du Davlar Market Digest, qui est une newsletter sur Substack où je parle de marché, de psychologie financière, d'investissement financier du Maroc et où je fais parfois aussi des blagues que même ma mère trouve super drôles. Après ma première vidéo en anglais, vous avez été beaucoup à me dire, ça m'a fait la même chose en français et en arabe. On veut comprendre sans souffrir. Bah alors nous voilà. Donc j'ai déjà fait une vidéo en arabe. Là, je suis en train de faire la vidéo en français. Allons-y. Avant vraiment de commencer dans l'Excel, laissez-moi vous raconter une histoire ou plutôt une anecdote qu'on connaît tous. Au Maroc, quand vous demandez à un entrepreneur quand est-ce que le chantier sera fini? On vous répond, Inch'Allah. Et tout le monde sait ce que ça peut vouloir dire. Inch'Allah. Ça peut vouloir dire, je te finis le truc dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, ou peut-être même l'année 2074. Mais SGTM, c'est le seul, c'est vraiment un de ces rares acteurs pour qu'Inch'Allah ressemble à un vrai deadline. Ils livrent, ils exécutent, ils respectent les délais. Bref, c'est un concept révolutionnaire chez nous. C'est pour ça que quand on valorise les GTM, on ne valorise pas juste du béton. On valorise la fiabilité, la discipline et une capacité d'exécution qui est très rare. Et ça, mes amis, bien sûr, ça vaut de l'argent. Bon, on va essayer de rentrer dans le modèle. On va faire le tour de l'Excel. Pas de panique, je ne vais pas vraiment vous traumatiser avec des formules Excel en mode Matrix. On va parcourir les hypothèses clés et par moment, je vais essayer de vous faire du quantitatif financier. Euh, Bon, je m'arrête là. On verra. Donc voilà. Donc le fichier Excel, il a 7 onglets donc, que vous voyez ici. Donc il y a un onglet README, il y a un onglet Business Plan, il y a un onglet Input, Peers, All Valuation Methods, Evaluation Summary and Research. Euh, L'onglet README, c'est juste quelques petits trucs que je souhaiterais partager avec vous très rapidement. Euh, En fait, quand je construis mes fichiers Excel, hein, donc je suis un peu ADHD, j'ai une petite méthodologie, une structure qui me permet, dans le cas où je me reconnecte à un fichier Excel d'ici 6 mois, d'ici un an, d'ici 5 ans, donc j'arrive très rapidement à le lire, à le parcourir. C'est pour ça que quand vous voyez par exemple une cellule qui est jaune avec un chiffre qui est écrit en rouge, ça c'est juste un chiffre en dur, donc c'est un input. Quand c'est en bleu, c'est-à-dire que c'est une formule. Et quand vous voyez une cellule dont le chiffre est écrit en vert, donc ça c'est un direct call, donc c'est juste une cellule qui prend une valeur d'une autre cellule. D'accord? Un forward aussi pour commencer. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le process de valoriser une entreprise n'est pas une science qui est exacte. C'est beaucoup plus un art qu'autre chose. Pourquoi? Parce que ça dépend de beaucoup d'hypothèses et de beaucoup d'inputs. Et moi, dans cet exercice-là, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est juste l'esprit de comment des banquiers d'affaires ou comment est-ce que moi, par exemple, je valorise des entreprises. Ce que vous devriez savoir, c'est que valoriser une entreprise côté acheteur, donc buy side, versus valoriser une entreprise sell side côté vendeur, c'est pas du tout la même chose. Donc vous l'aurez deviné. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Mais quand même, valoriser l'entreprise pour des gens qui sont intéressés par les marchés financiers, en tout cas les gens qui font du stock picking et surtout du value, c'est très intéressant effectivement d'avoir une discipline dans le cadre de la construction d'un portefeuille patrimonial à très long terme, si vous souhaitez le faire. Sinon, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Oui, ça c'est un peu de publicité pour moi-même. Là, en fait, comme je vous ai dit, j'ai une market newsletter qui s'appelle Davlar Market Digest, où je partage beaucoup d'articles. Donc sur le marché boursier, sur des entreprises, sur des valos, des analyses financières. Donc n'hésitez pas à aller le voir ici, voilà le lien. Et that's it. Donc on va essayer de commencer.
Donc là, le business plan. Donc moi, dans le cadre de cet exercice, je ne vais pas challenger le business plan. Le business plan a été préparé avec le management de SGTM, donc les banquiers d'affaires de Tijari se sont assis autour d'une table avec le management de SGTM et ils sont partis parcourir un certain ensemble, un certain set d'hypothèses et d'inputs pour qu'ils puissent construire tout ça. Si vous avez envie de challenger, donc libre à vous de le faire. Mais pour savoir, pour challenger, donc il faut avoir des benchmarks. Donc il faut effectivement être capable de dire pourquoi ils ont choisi ce taux de croissance entre 2025 et 2031 de 5% au lieu de 3%, ou peut-être vous êtes beaucoup plus optimiste au lieu de 7%. Pourquoi ils ont pris une marge d'EBITDA de 16,9%. Vous allez dire, ah bah oui, moi je vais aller voir un certain nombre d'acteurs dans les pays émergents et puis je vais prendre la moyenne ou la médiane d'acteurs comparables, donc de peers, et c'est ce que je vais appliquer. Peut-être que 16,9%, c'est beaucoup, ou peut-être c'est pas beaucoup. Donc je ne sais pas. Donc effectivement, ce genre de réflexe, il faut l'avoir, mais moi je ne le fais pas ici. Donc moi je suis juste en train de vous montrer comment valoriser une entreprise. Par contre, si vous souhaitez le faire, et si j'avais à le faire, en tout cas rapidement, c'est que quel est le concurrent direct au Maroc, par exemple, de SGTM, on va dire c'est TGCC, ou dans une moindre mesure Jet Contractors. Donc si on prend par exemple TGCC, vous pouvez venir ici, attends, je vais bouger ça. Vous pouvez venir sur le site web de l'AMMC et là, vous allez partir voir le prospectus relatif à l'introduction en bourse de PGCC, donc l'IPO qu'ils ont fait en 2021. Et donc, ça, quand vous rentrez, donc vous allez avoir leur BP à l'époque. Là, en tout cas, ça vous donne aussi les pourcentages de variation, les TCAM, les marges. Et le plus important, c'est que ce genre de note d'information, il est toujours pareil. Donc, les hypothèses sont toujours là. Donc, il y a les hypothèses de chiffre d'affaires, il y a les hypothèses de marge brute, on voit les charges d'exploitation, on voit les charges de personnel, on voit les hypothèses de fonds de roulement, les hypothèses d'investissement, et ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez envie de comparer et d'aller cet extra mile, alors là, vous pouvez le faire en faisant ça, ou peut-être aussi en essayant de chercher sur Internet, ou si vous avez accès à des bases de données spécialisées, comme Bloomberg par exemple, vous pouvez le faire, ou Refinitiv. Euh, mais en tout cas, si moi j'ai envie de lire ce business plan, et si j'ai envie par exemple juste de parcourir avec vous la top line, donc qui sont les consolidated sales, le chiffre d'affaires, ce que je remarque ici, c'est que le TCAM, qui est le taux de croissance annuel moyen entre 2022 et 2025, a été de 17,7%. Et sur le BP prévisionnel entre 2025 et 2031, on s'attend à que ça soit du 5,5%. Donc ça, c'est quand même un facteur de un tiers. Et puis, si on voit la bottom line, donc on voit que la croissance entre 2022 et 2025, elle a été de 10,7%. Elle a été diminuée à 9,4% entre 2025 et 2031. Ok. Ce que je vois de tout ça, c'est que entre 2022 et 2025, la croissance des revenus, elle a été beaucoup plus rapide que la croissance des résultats. Entre 2025 et 2031 aussi, ce que je vois, c'est que la croissance des revenus, elle est moins rapide. Donc c'est l'inverse que les résultats. Donc là, on se pose ce genre de questions. Pourquoi, machin? Et c'est là où on rentre et on sort une loupe et on fait de l'analyse financière. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour le faire. Donc moi, mon objectif ici, c'est vraiment de valoriser l'entreprise, pas rentrer dans le détail des hypothèses. Passons à l'onglet Input. Euh, Donc, dans le cadre de la valorisation d'une entreprise, et surtout si on fait un DCF, donc si on revient ici sur la note d'information de SGTM, donc là c'est les hypothèses,
Et puis ils vont parler de la méthode qu'ils vont utiliser pour valoriser l'entreprise, qui va être de la DCF. Donc DCF, c'est pour Discounted Cash Flow. Donc c'est juste une façon de dire. Donc c'est une méthode où on va aller actualiser des free cash flow, des cash flows futurs de l'entreprise en valeur date d'aujourd'hui et voir combien ça donne en termes de prix. Donc ça, c'est pour la faire vraiment très court. Donc on va aller actualiser donc des flux de trésorerie disponibles sur l'horizon explicite du business plan, donc à savoir de 2026 à 2031, auquel on va sommer, en fait on va rajouter une valeur terminale qui représente la valeur de l'entreprise au-delà de l'horizon explicite. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le flux normatif. Et ça, on peut le faire à travers la valeur terminale, on peut la calculer à travers la formule de Gordon-Shapiro. Pour le flux normatif, ce qu'on fait, c'est un flux calculé sur la base du dernier flux de trésorerie disponible à horizon du business plan, en prenant en considération un taux de croissance à l'infini. Ici, par exemple, ils ont pris 2,5%. Et ils ont gardé la marge d'EBITDA à 7,9%. Et aussi le fonds de roulement, le besoin, le BFR, le Working Capital Requirement, WCR, à 76 jours de chiffre d'affaires, soit un ratio égal à celui de 2031. Et donc, si on revient dans le fichier Excel, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer ce qu'on appelle le cost of equity et le WACC. On le voit ici, donc ils vont le dire, parce que dans le cadre du calcul de la valeur des fonds propres, on va devoir trouver un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est le CMPC. C'est le coût moyen pondéré du capital. Donc, au fait, si on essaie de parler de coût moyen, euh, en fait, c'est un indicateur économique qui représente le taux de rentabilité annuel moyen attendu par les actionnaires et les créanciers en retour de leur investissement. Et en fait, si j'ai vraiment envie de vous donner un bon exemple, c'est vous, par exemple, quand vous demandez un crédit immobilier en tant que personne, on va déterminer un certain taux d'intérêt qui va mesurer votre profil de risque. Et c'est pour ça qu'on vous donne, par exemple, je dis n'importe quoi, 5% versus une autre personne, on va lui donner 6% ou 7%. D'accord? Sauf que dans ce cas-là, dans une entreprise, elle a plusieurs sources de financement. Donc il y a de la dette, il y a de l'equity, donc des fonds propres. Et donc le coût moyen pondéré du capital se calcule en faisant une moyenne des taux de toutes les sources du capital, de capital de la société, dettes et capitaux propres, qu'on pondère euh, selon la proportion de chaque composante. Et donc la formule, elle est là, on le voit ici, c'est le coût des fonds propres fois le equity divided by debt plus equity. Donc ça, c'est juste la proportion des capitaux propres dans cette entreprise. Et puis ici, c'est la proportion de la dette. Et, euh, et la dette, donc on rajoute la partie taxe. Quand je dis on rajoute, c'est-à-dire on soustrait. C'est pour ça qu'on va avoir par la suite un after-tax cost of debt, parce qu'on sait que si on prend le tax rate pour SGTM, c'est 35%, donc le after-tax cost of debt, c'est 3,58. Et le cost of debt, c'est 5,5%. Le 5,5%, on va le trouver ici. Le coût de la dette après impôt, 3,58%. Euh, Ils vont l'avoir quelque part ici. Voilà. Coût de l'endettement du marché de 5,5% avant impôt. Donc, on le prend là. Donc, vous avez toutes les hypothèses ici. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je vais au-delà de ces hypothèses. Euh, Par exemple, pour calculer
mon cost of equity, parce que si on revient pour calculer le CFP, le coût des fonds propres, il nous faut un moyen de le calculer. Donc on le calcule comment? On le calcule à travers, on le calcule à travers cette formule. Le coût des fonds propres égal à RF, donc risk-free rate, donc returns of the risk-free rate, donc c'est le rendement dial le risk-free rate, plus donc le bêta fois RM. Donc si on revient ici, le risk-free rate c'est 3,03%. AFC, Atiegari Finance Corp, ils ont pris 2,88%. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ici? Non, ça c'est autre chose. Ici, donc sur le site de Banque Le Maghreb, on a les taux de référence des bons du Trésor. On prend le 10 ans et le 10 ans il est à 3,05%. C'est pas grave. Eux ils l'ont pris en date de octobre, du 28 octobre. Moi j'ai pris un truc assez récent. Euh, et si on passe au bêta. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de bêta et comment est-ce que je peux vous expliquer le bêta hedge? Bêta, c'est un chiffre qui est très simple et c'est un chiffre qui mesure à quel point une action elle bouge par rapport au marché. Donc c'est vraiment une manière rapide de dire plutôt de palper et de comprendre le risque d'un titre. Si le bêta est 1, l'action elle se comporte comme le marché. Si le bêta il est de 2, l'action elle bouge deux fois plus. Donc le marché monte de 1%, elle peut monter de 2%. Le marché baisse de 1%, elle peut tomber de moins 2%. Et si le bêta est 0,5, c'est une action, on va dire, qui est plus stable, donc elle bouge deux fois moins. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le bêta ne dit pas si une action elle est bonne ou mauvaise. Elle dit juste si elle est nerveuse ou elle est tranquille. Certains investisseurs vont aller chercher des bêtas qui sont beaucoup plus élevés pour avoir de la performance. D'autres préfèrent des bêtas qui sont plus bas pour avoir un peu plus de stabilité. D'accord? Eux, ici, dans la note d'information, qu'est-ce qu'ils ont pris? Donc, quand on voit, ils ont pris un bêta endetté de 1,16 sur la base d'un bêta désendetté de 0,9. Et quand on voit le 0,9, ça correspond à la moyenne issue des bêtas des 5 ans de l'échantillon des sociétés internationales et comparables à SGTM, tel que publié par Capital IQ. Donc ça, c'est une plateforme de données financières de S&P Global. Et ce qu'ils sont partis faire, ils sont partis prendre des comparables qui sont là. Ils sont partis voir leur bêta. Ils sont partis voir leur bêta, mais le bêta qu'ils ont pris, c'est un bêta qui est déjà influencé par la structure du capital. Donc c'est un bêta qui est déjà endetté ou leverage. Donc ils doivent l'adapter à la structure. Ils doivent l'adapter à la structure du capital de SGTM. Et la structure cible, c'est le gearing projeté en 2025. Donc, vraiment, ils ont pris 44,94. Donc là, ils vous donnent leur explication. Donc, en gros, pour calculer le CMPC, il faut trouver le coût des fonds propres. Il faut avoir le coût de la dette. Ça, c'est assez facile, c'est straightforward. Pour trouver les coûts des fonds propres, il faut aller utiliser cette équation. Cette équation, en anglais, elle s'appelle CAPM, Capital Asset Pricing Model. En français, c'est le MEDAF, le modèle d'équilibre des actifs financiers, qui est très connu. Euh, et donc là, la question que je me posais, c'est est-ce que je prends leur bêta ou là je prends un autre bêta? Eux, ils ont utilisé donc 0,9. Dans le monde de la finance, il y a un gars qui s'appelle Aswad Damodaran, qui est très connu et qui publie un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis par
par tous les gens qui s'intéressent à la finance, hein, des fonds d'investissement, des banquiers d'affaires, des hedge funds, des traders, des gérants de portefeuille. Et, euh, et lui, donc il nous permet par exemple il nous donne une valeur bêta, 0,99. Ensuite, j'ai fait un autre search pour essayer de trouver, euh, pour essayer de trouver d'autres bêtas. Et ce que finalement j'ai retenu, c'est un. Donc, qui me paraît plutôt correct. Euh, Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer ici? Oui. Donc, le bêta, je vous ai dit, c'est une mesure de volatilité. Le problème ici, c'est que vu que SGTM n'est pas coté, donc on n'a pas une idée sur son bêta. On ne sait pas comment est-ce que son action elle va se comporter dans la bourse. Donc quand le Mazi va danser chez Shabi, on ne sait pas si elle va danser chez Shabi ou là elle va juste rester tranquille au mode danse classique. Si on vous demande un jour ou là vous devez calculer un bêta par vous-même, c'est assez simple. De toute façon aujourd'hui, si vous avez accès à des plateformes comme Bloomberg ou autres, ça c'est calculé pour vous, mais il faut faire aussi très attention par rapport à des plateformes comme investing.com ou TradingView que beaucoup de gens utilisent. En connaît pas comment est-ce que eux ils calculent leurs différents indicateurs financiers, donc il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que je vous montre comment c'est très facile de calculer un bêta. Et le bêta n'est pas stable. En fait, moi, je vous calcule le bêta en date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir une évolution dans le temps du bêta. Euh, donc, je prends le MASI, le niveau du MASI. Donc, que j'ai téléchargé, bien évidemment, rapidement, facilement ici. Donc, je rentre sur investing.com. Là, en l'occurrence, vous avez Tijeli Wafa Bank. Je fais download du 1er janvier. Je peux venir ici et faire la même chose avec le MASI. Voilà. Il n'aime pas ça. Adblock. Bon, allez, on va. Voilà. Donc, on va sur Historical Data. Et là, vous choisissez. Donc, vous choisissez janvier. Et vous cliquez Download. Donc, une fois que vous downloadez tout ça, donc moi, j'ai ici Tijari, j'ai Jet Contractors. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez produire des rendements. Vous allez calculer les rendements. Donc, c'est le pourcentage de variation entre le jour J et le jour J-1. Donc, vous le calculez pour le MASI, vous le calculez pour Tijari, vous le calculez pour Jet. Et moi, je partage avec vous deux méthodes ici. Deux méthodes ici pour calculer le bêta. Euh, la méthode 1, donc c'est Hadi. Donc, c'est une méthode où on a une formule. C'est la convariance entre les returns, entre les rendements de notre action et les rendements du marché, divisé par la variance des rendements du marché. Donc, c'est juste une équation, c'est juste une formule euh, qu'on entre ici et voilà ce qu'on a. La méthode 2, la méthode 2, c'est celle-ci. En fait, c'est de dire, je prends les returns de Tijari, je prends les returns du Mazi, d'accord? Et j'essaye de faire une régression linéaire. Donc, on a Tijari sur le y-axis, on a le Mazi return sur le x-axis. Et moi, ce que j'essaie de trouver, c'est indique la droite qui va fitter. C'est ma régression linéaire simple. Et le slope. Donc le slope, voilà. Donc je prends juste les deux séries, je prends le slope et ça me sort un. Donc on peut aussi faire un scatter plot. Donc un scatter plot, je trace les rendements de Tijeri versus le Mazi. Je dis au machin bidule de me donner l'équation, d'accord?
Je lui dis de me donner l'équation ici. Donc, sur les séries. Voilà. Use equation. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec le Google Sheet Online. Moi, je suis un utilisateur d'Excel normal. Excel قديم, Excel, the old Excel. Mais ça, il est pas mal. Il est pas mal une fois qu'on commence à le maîtriser. Euh, et donc ça me donne le bêta. Donc là, on voit que Tizari, il a un bêta de 1 et Jet 1,5, ce qui est normal. Donc en fait, ce qui n'est pas vraiment contre-intuitif parce que voilà, Tizari, c'est une boîte qui est beaucoup plus stable, c'est une banque, c'est un vrai blue chip, c'est le secteur bancaire, c'est beaucoup de choses, alors que Jet, c'est dans un secteur qui est quand même assez volatile. Donc c'est pour ça qu'on voit que le bêta de Jet, il est à 1,5%. Et, euh, et le slope, en fait, si vous vous rappelez de vos cours d'algèbre, donc comment on appelle ça en français? C'est la pente. En fait, c'est la pente. Et si vous vous rappelez, prenez une équation y égale à mx plus b. En fait, le slope, le m, donc c'est le rise divisé par le run, c'est le delta y. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on a un différentiel de y par rapport à un différentiel de x. C'est en gros comment est-ce que mon action, elle se comporte par rapport, par rapport au marché, par rapport au marché total. Et moi, je vais aller un peu loin. Et en fait, en gros, si on peut imaginer que le rendement d'un portefeuille, on peut l'écrire comme le risk-free rate, donc qui est le taux sans risque, plus un alpha. Et alpha, c'est vraiment vos skills de active management return, plus le bêta fois RM moins RF. Et en fait, en gros, si vous enlevez ça, ça veut dire que c'est beaucoup plus du passive return. Puis si vous rajoutez ça, et quand on le voit ici, donc on a de l'alpha, on a un petit alpha ici. Ça veut dire que vous avez bien stock piqué Tijeri parce que ou Jet qui ont surperformé le marché, le MASI, à date d'aujourd'hui, le 4 décembre 2025. Donc voilà. Donc c'est ça aussi l'alpha que tout le monde évoque. Bon, revenons à mon mouton là. Donc une fois qu'on a fait tout ça, le risk-free rate, notre bêta, notre adjusted gearing. Moi, je ne prends pas 44,94, j'ai décidé de prendre 47% pour la simple raison que moi, je m'attends à ce que cette entreprise va s'endetter pour financer la croissance. On sait que cet IPO, c'est c'est une cession d'actions, c'est pas une augmentation de capital. On sait que ils vont devoir partir trouver d'autres sources de financement pour financer leur croissance. Par exemple, sur Bloomberg, le management a déclaré que une introduction en bourse va ouvrir plusieurs portes et faciliter leur stratégie de ramener des financements novateurs. Et on voit ici que the firm also plans to issue project bonds. Ils vont peut-être émettre des project bonds et tap private debt markets. Donc moi, pour cette raison-là, bon, je prends 47%. J'ai pas envie de prendre 45%. J'ai mis 47. Le market risk premium, euh, si vous venez ici et vous allez 3, c'est la moyenne des primes de risque de TJL Global Research, 6,7% obtenu par sondage et CFG Research 5% et BMCE Capital. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté aussi notre gars, Damodaran. Donc ça, c'est the Godfather, c'est le parrain de la finance. Euh, et si on vient dans sa page, donc si on va pour Morocco, on va trouver qu'il nous calcule un equity risk premium de 7,67
que j'ai mis ici. Et ensuite, je prends une moyenne. That's it. Donc, une fois que j'ai tout ça, je mets la formule de, euh, de mon WAC, de mon CM, coût moyen pondéré du capital. Je suis beaucoup plus anglophone, je suis pas francophone. CMPC. Et ça nous donne, donc ça nous donne 8,8% versus eux qui l'ont calculé à 7,96%. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais partager avec vous ici? Oui, euh, ici, il y a certains, en fait, il y a certains, on va dire, investisseurs, fonds d'investissement, banques d'affaires, surtout si on est sur du buy side, euh, on peut rajouter parfois des premiums pour compenser le risque que l'on prend. C'est-à-dire que dans le cost of equity aujourd'hui qui est de 11,7%, 11,37%, on aurait pu rajouter par exemple un construction sector premium. Le secteur de la construction, il est quand même risqué. Le Maroc vit ses 30 glorieuses à horizon 2030 avec l'effet Coupe du Monde. Mais après, il y a beaucoup de points d'interrogation et si on a envie de challenger le truc, on peut rajouter, par exemple, il y a un investisseur qui va te dire, oui, mais au-delà de 2030, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut pas dire que moi je pense ça, mais supposons que j'étais un investisseur et j'ai envie de prendre un huge stake dans SGTM, je vais commencer à trouver des trucs pour essayer d'augmenter le cost of equity. Je peux aussi dire company specific risk. Ça veut dire que moi, j'utilise pas ça dans mon modèle, mais le fait que 80% de l'entreprise soit toujours contrôlée par la famille, ben c'est quand même un risque qui est présent. Surtout qu'on a deux branches. On a deux branches qui contrôlent, deux branches familiales qui contrôlent. Mais moi, ça, j'utilise pas. Mais il y a des personnes qui vont l'utiliser et ça va augmenter le cost of equity et ça va par la suite augmenter le weighted average cost of capital. Et donc, en gros, quand on va venir discounter, actualiser nos cash flows, nos free cash flows, donc ça va amoindrir donc la valeur. Donc moi, donc, en tant qu'acheteur, ça m'aide aussi à négocier un prix à la baisse. Donc là, on passe aux peers. Donc j'ai pris les mêmes peers que Tizery, Finance Corp, ils ont pris, et puis j'ai rajouté quelques autres peers. L'histoire des peers, des peers, elle est très simple. En fait, en gros, on essaie de voir quels sont des ratios qui sont plus ou moins, qui vont nous donner des indicateurs, des boussoles, pour pouvoir valoriser notre entreprise. Par exemple, aujourd'hui, vous décidez de vendre votre appartement, euh, votre appartement, je dis n'importe quoi, à Casa ou là à Rabat, et votre appartement, il fait 100 mètres carrés, et vous allez commencer à vous renseigner quel est le prix au mètre carré dans votre secteur, dans votre quartier. Et le fait que vous allez dire que le prix au mètre carré, il est de 20 000 dirhams, 20 000 dirhams le mètre carré, et moi, mon appartement, c'est 100 mètres carrés, ça vous permet de déterminer un prix de vente à 2 millions de dirhams. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est quel est le prix au mètre carré? Quel est le prix au mètre carré? Donc, donc le prix au mètre carré ici, c'est ça. C'est l'EV over EBITDA. C'est c'est le PI. Et moi, ce que je fais ici, donc vous allez avoir donc une moyenne et une médiane. Je ne prends pas les pires groupes statistiques en global. J'écarte. Pourquoi j'écarte? J'écarte les pays qui sont pas emerging market. Donc je vais pas prendre des choses qui sont pas emerging, qui sont développées. Donc je prends des choses, je prends des statistiques de pays qui sont émergents. Et au lieu de prendre l'average, la moyenne, moi je prends la médiane. Pourquoi moi je prends la médiane? C'est parce que quand on prend une moyenne peut être biaisée par des valeurs extrêmes, par des outliers. Donc on peut avoir des valeurs qui sont très élevées ou très basses, mais après quand on prend la moyenne, donc
On essaye de lisser tout le truc, mais je préfère la médiane qui est beaucoup plus un indicateur statistique qui va me donner la valeur centrale. Donc c'est moins, dire c'est moins volatile, moins biaisé que la moyenne. C'est un choix. Donc on arrive à l'onglet valorisation. Donc comme je vous ai expliqué au départ, quand vous voyez un fond jaune et un chiffre qui est écrit en rouge, ça c'est des inputs. Donc ça vous pouvez changer. Euh, Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est calculer des free cash flow. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc un free cash flow, c'est très simple à calculer. Euh, Comme vous voyez ici, donc une fois qu'on a toutes les hypothèses, une fois qu'ils ont estimé l'endettement net, donc on va partir de l'EBITDA et jusqu'à arriver au flux de trésorerie disponible. Et c'est ce que je fais aussi. Sauf que moi, j'essaie de passer pour vous montrer la partie EBIT. D'accord? C'est là. Et rapidement, et c'est très simple, hein, l'EBITDA, c'est juste les earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Et donc, pour pouvoir trouver l'EBIT, c'est on enlève la partie DNA. Et on va essayer de faire les taxes sur les EBIT. Et puis, on a le EBIT after tax, auquel on va rajouter tout ce qui est, voilà, on va rajouter tout ce qui est DNA. On prend en considération les net changes en termes de BFR. Et puis, on va soustraire les investissements. Donc là, ça nous donne le free cash flow. Donc, une fois qu'on a les free cash flow pour l'année 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2031, je ne suis pas marseillais. Euh, je reste sur l'horizon implicite, l'horizon explicite qui est observable. Je mets ce petit truc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, parce que ça va m'aider dans mon actualisation. Le discount factor, mon taux d'actualisation, ça va être mon WACC qu'on a calculé déjà ici. C'est ça. Et pour les gens qui ont fait un peu de finance, donc ce que je fais ici, c'est je calcule un discount rate, donc un discount factor. Donc je vais prendre un que je vais diviser par mon WACC. Donc je fais un divisé par un plus WACC. Et vu qu'on est en 2026, c'est un, donc à la puissance un. Ce que je fais, je tire la formule. Donc ça me donne à la puissance 2 directement ici, et ainsi de suite. Donc je calcule mon discount factor et ensuite je ne fais que multiplier mon discount factor par mes free cash flow. Donc ça me donne des valeurs actualisées, d'accord? Et c'est ce que j'appelle les visible cash flows. Donc je vais les sommer. Bon, ça, c'est mon ADHD. Ce truc-là devrait être comme ça. Comme ça, je sais que c'est une formule. Euh, donc on voit que les visible cash flows, c'est 30% de la valeur d'entreprise. Ensuite, comment est-ce que je vais calculer les perpetuity cash flows? Donc ça, c'est la terminal value. Donc vous pouvez venir ici et il parle de terminal value. Donc voilà la valeur terminale. Donc c'est 33. 33 433. Tac, tac, tac. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est euh, c'est ça. Parce qu'en fait, la valeur d'entreprise, c'est quoi? C'est la somme des cash flows qui vont être discountés, qu'on voit entre 2026 et 2031, plus une autre partie qui est invisible, qui est implicite. Donc, c'est la valeur terminale. La valeur terminale, c'est en fait comme si on se disait que l'entreprise va croître indéfiniment ad vitam aeternam, un taux de croissance qu'on appelle petit g.
d'accord, qu'on appelle petit g, et c'est ce qu'on appelle le flux normatif. Il y a une formule qui nous permet d'estimer quelle est la somme de ces cash flows à l'infini. Et donc c'est ça, c'est le flux normatif divisé par donc la valeur terminale, c'est le flux normatif divisé par le CMPC moins G. Voilà. Le flux normatif, on voit que c'est calculé sur la base des agrégats du dernier flux de trésorerie disponible, donc en prenant en compte le taux de croissance à l'infini de 2,5% qu'ils ont pris. La masse d'EBITDA, pareil, le besoin en fonds de roulement. Si on revient dans le fichier Excel ici, donc ce que vous voyez, c'est que je prends le dernier EBITDA et ce que je fais, c'est que je le multiplie par un taux de croissance qui est 2%. Moi, j'ai pris 2%, j'ai pas pris 2,5%. Je trouve que 2% représente beaucoup plus le terrain économique long terme de la croissance du PIB au Maroc. Et une des questions que vous pouvez vous poser, par exemple, et sans pour autant je ne critique personne, mais une des questions que vous pouvez vous poser, c'est ici ils prennent un taux de croissance à l'infini de 2,5%, c'est le FMI, mais on peut aller par exemple Cash Plus, et Cash Plus c'est la même chose, hein, c'est G, et ils ont pris à 2%. Et c'est la même chose, hein, source le FMI, hein. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que non, mais supposons qu'on baisse le G. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse ce petit G? Si on baisse le petit G, ça veut dire que, ça veut dire que cette différence-là, on l'agrandit. Si cette différence-là, on l'agrandit, ça veut dire que ce ratio-là, on le baisse aussi, mécaniquement. Donc la valeur terminale, elle baisse. Par contre, si on augmente le petit G, c'est-à-dire que cette différence, cette soustraction, va nous donner une valeur qui est un peu plus petite. Et ça veut dire que ce ratio, donc quand on divise par un dénominateur qui est plus petit, donc ça veut dire que ce ratio, il augmente. Ça veut dire que la valeur terminale, il augmente. Et vous allez le voir. Regardez, 353 dirhams, implied share price, avec 2%. Si je fais 2, 5, c'est 375. Si je fais 3, c'est 401. 3, c'est meilleur. Donc je reviens à 2. Donc moi, j'ai pris 2. Et, euh, et donc, j'applique cette formule de Gordon Shapiro ici. Donc, ça me donne la present value euh, de ma terminal value. D'accord? Ça me donne, et puis ici, on a les present value de mes free cash flows, donc que j'ai sommé. Ça me donne une entreprise value de 22 milliards, 69, donc 22 milliards, 7, auquel je, euh, je soustrais la net debt. Je vais revenir juste ici. Je vous avais dit que j'avais pris un gearing de 47% au lieu de 44,94. Et en fait, un gearing de 47% nous donne une implied net debt of 1510. D'accord? Parce que vous allez venir ici et eux, ils ont 1441. 1444, pardon. Donc 1 milliard 444 millions. Donc moi, j'ai pris une adjusted net debt de 1,5 milliard. Donc, je soustrais tout ça. J'ai une implied equity value, donc la valeur des fonds propres, que je vais diviser par 60 millions. Ça me donne 353 dirhams par action avec une implied EV over EBITDA de 9,4. Donc voilà, c'est vraiment pas sorcier. Et là, je parcours avec vous rapidement d'autres méthodes.
Donc il y a la méthode exit EBITDA multiple. Donc ça c'est un peu comme le truc que j'ai partagé avec vous par rapport au mètre carré. Là, j'essaie de raisonner en tant que private equity investor et je me dis, moi, au lieu d'utiliser la formule de Gordon Shapiro pour estimer ma valeur terminale, je vais prendre un exit EBITDA. Je vais prendre un multiple pour mon exit EBITDA. Et ce que je vais faire, c'est, vous le voyez ici, je prends, comme tout à l'heure, donc une present value NPV. Donc NPV net present value, ça aussi on peut faire ça comme ça, au lieu de la faire manuellement. Une NPV des free cash flows entre 2026 et 2031. C6, c'est notre WACC, donc c'est notre taux d'actualisation. Et puis I12, c'est mon EBITDA, c'est le dernier, c'est le truc normatif, et que je vais multiplier par mon multiple de sortie. EBITDA multiple exit, EBITDA multiple de sortie. Donc il y a du research derrière ça en fait. Donc venez ici, lisez les sources, mais en tout cas, il y a une méthode derrière, trouver ce 9,5. Je reviens rapidement parce qu'on est déjà à 46 minutes. J'utilise aussi la méthode des comparables boursiers. C'est la même méthode qui a été utilisée par Tijari. Donc on prend les peers, on vient ici. Moi j'ai pris la médiane, donc je prends la médiane de l'IVI, de la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA en 2025 et 2026. Je prends ces facteurs-là. Je prends aussi ces deux facteurs-là sur la partie price to earnings. Et c'est très simple. Donc voilà le multiple. Et donc la valeur d'entreprise, c'est très simple. C'est on prend euh, si on prend notre EBITDA qui est euh, sur du C59, donc ça va être, voilà, ça va être notre EBITDA en 2026. Et pareil, pour 2025, c'est F4. Donc on revient ici, donc on revient ici, et donc on a median EV, voilà, sur du C49. Excusez-moi. Voilà, exactement. C'est bon. Pareil pour le 2026. Pareil pour le PE. Donc on prend notre PE. On va aller prendre le résultat net en 2025. Donc c'est Hada, c'est F6 que vous allez trouver ici. Et que vous allez multiplier par Hada, par 16,9. Très simple. Et donc là, je vous fais une summary des méthodes de valorisation. DCF, Exit EBITDA, EV over EBITDA, PE. Je prends une moyenne par la suite qui me permet d'arriver à un prix de 394 dirhams par action. L'IPO price au grand public, on va dire l'ordre de type 2, il a été pricé à 390 dirhams, donc les gens vont essayer d'acheter à 390 dirhams. C'est un excellent prix, en tout cas de ce qu'on voit ici. On voit que c'est pas, il y a, que moi je considère que le modèle considère que l'action elle est à 394 dirhams et les prices à 380. Il y a une petite différence, donc, euh, donc il est un peu au rabais. Euh, Ce qui n'est pas le cas pour le DCF qui a été calculé par les banquiers, parce que eux ils ont trouvé que c'était à 445.
Voilà. Pardon, voilà, voilà. Donc ça, c'est juste la Sensi. 445. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça, parce que moi, je l'ai pas fait. Euh, en tout cas, sur le fichier Excel, mais indice sur lequel je suis en train de vous partager tout ça. Je l'ai sur un autre. Euh, donc là, vous voyez que à 2,5%, on est sur du 445, mais quand on descend à 2%, on descend à du 414. Donc c'est quand même 31 dirhams, hein. C'est 31 dirhams de, de différence. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 7-8% de baisse quand on passe de 2,5% de croissance G à 2%. Donc voilà 445. Mais ce qui est bien, c'est que dans mes modèles de valorisation, donc dans mes modèles de valorisation, si je prends mes multiples induits, EV over EBITDA, on est sur des niveaux qui sont proches de Tijari, très proches. PE pareil, donc c'est excellent. Et juste pour le fan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de PE, qui ne jurent que par le PE. Le PE, c'est un indicateur parmi d'autres. On peut aussi voir qu'il y a un autre indicateur qui est un PE augmenté, qui est le PEG, Price to Earnings to Growth, qui nous permet de dire à combien on achète la croissance. En fait, parce que la croissance, soit elle s'achète à un prix qui est cher, soit à un prix qui n'est pas cher. Et donc le PEG nous permet de remédier à ça. En fait, c'est juste le PE qu'on va diviser par la croissance des earnings. Et si on a un PEG qui est inférieur à 1, donc on a une valorisation qui est attractive par rapport à la croissance espérée. Et si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un article sur TGCC et Jet qui parle de cette histoire de croissance. Comment est-ce que le PEG est un indicateur qui est intéressant à voir. Donc voilà, on arrive vers la fin de cette première vidéo de Valo de SGTM que je fais en français. J'espère que vous trouverez ça assez intéressant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques. Le fichier Excel, je le partage avec vous au niveau de la vidéo. Donc il y a aussi un lien où vous pouvez aller y accéder. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aussi à Davlar Market Digest sur Substack et aussi me suivre sur Instagram de temps à autre. Disclaimer les amis, ceci est juste un exercice où j'essaie de partager avec vous des outils et des méthodes qui sont utilisées par des banquiers, par des investisseurs, par des analystes, pour que vous ayez une que vous pouvez, euh, boîte à outils que vous pouvez utiliser par vous-même. En aucun cas, ce que je suis en train de vous dire est un conseil d'investissement. C'est pas un conseil financier. Donc, je ne vous demande pas, je ne vous conseille pas d'acheter ni de vendre. Ceci est une vidéo à but éducatif. And that's it. Au revoir et merci. À très bientôt.